comme à l'accoutumée, dans votre émission Ma famille, ma vie. Il est 10h30 et nous sommes ensemble pendant 1 heure jusqu'à 11h30. Bien entendu, vous pouvez participer à notre émission en nous appelant donc au numéro de téléphone qui s'affiche. De toute façon, vous donnerai le numéro pendant l'émission, comme ça vous pourrez participer. Et aujourd'hui, nous allons parler de la fabuleuse histoire du langage chez les tout-petits. Nous allons essayer de comprendre comment les premiers babillements jusqu'aux premiers mots forgent en fait le langage du futur adulte que nous serons plus tard. Bien entendu, c'est le rôle des parents, c'est un rôle crucial que doivent jouer les parents et en même temps dans le développement de leurs tout petits. Donc la présence des parents et surtout leur soutien et leur bienveillance, vous verrez, joue un très très grand rôle dans le développement de la parole chez les tout petits. Ça sera dans la première partie de notre émission. Dans la deuxième partie de notre émission, la première partie, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Lina Deramchi. Bonjour Lina. Bonjour Mariam. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ravi en tout cas de te recevoir. Comme d'habitude. Voilà, comme à l'accoutumée. Alors aujourd'hui dans Vitalité et Bien-être, tu vas nous parler? Alors je vais parler d'un esprit sain dans un corps sain chez les enfants. Très bien. Eh bien, ça sera tout de suite, juste après le jingle. Alors Lina, donc un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, ce n'est pas que pour les adultes. Exactement. C'est valable aussi pour les tout petits. Tout à fait. Ça commence dès le plus jeune âge et c'est comme ça qu'on arrive justement à se forger en grandissant et en comprenant surtout donc ce concept-là d'un esprit sain dans un corps sain. On s'intéresse beaucoup chez les enfants on va dire de la faciès qui est à l'extérieur, de ce qu'on voit surtout. C'est vrai. Mais on oublie parfois de s'intéresser aux petits détails et surtout aux émotions. Car même les enfants, dans leur jeune âge, ressentent des émotions qu'ils n'arrivent pas à déchiffrer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va un peu s'intéresser à ça et on va voir surtout quelles sont les étapes qu'il faut intégrer dans notre quotidien pour les enfants justement, pour les aider à grandir et à comprendre un peu comment est-ce qu'on peut avoir un esprit sain tout en gardant bien sûr un corps sain. Donc on va voir en 5 étapes aujourd'hui. On va parler du mouvement, on va parler de la respiration, on va parler de l'alimentation, on va parler également de l'environnement et pour finir, on va parler du sommeil. Du sommeil, bien entendu. Voilà. Donc ce sont un peu, on va dire, les clés qui reviennent un peu à chaque fois dans toutes les recherches qui ont été faites, surtout en neurosciences, et où on a pu trouver justement des solutions et même des explications qui peuvent nous aider dans le quotidien à faire grandir ces enfants, à les éduquer correctement et surtout à développer un peu leur intelligence émotionnelle. C'est ce qu'on cherche. En fait, on dit que ce sont 5 éléments, mais ce sont 5 éléments, donc ils sont indissociables d'abord et en même temps très très importants. Tout à fait. Généralement, très, très souvent avant, on se contentait, on disait bon, il a bien mangé, il est propre et il va dormir. C'est tout. Mais en fait, ce n'est pas tout. Il y a tout un monde aussi qui gravite autour. Bien sûr, tout un monde qui gravite autour et surtout, c'est quelque chose qu'on oublie parfois dans le quotidien. Et les parents, parfois, ne se rendent pas compte. Comme tu as dit, on a tendance à se dire, bon, allez, il a bien mangé, et puis il a pris sa douche, il va dormir. Mais on oublie que parfois, l'enfant, sans s'en rendre compte, absorbe certaines choses. Car à un jeune âge, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, l'enfant vit jusqu'à ce qu'on appelle l'âge d'or, c'est l'enfance. À ce moment-là, l'enfant est comme une éponge. Et donc, il absorbe. Il absorbe tout ce qui l'entoure. Tout ce qui l'entoure. Exactement. Et c'est ce petit détail que les parents ont parfois l'habitude d'oublier ou parfois de négliger. Alors, on va commencer par le premier point, qui est donc le mouvement. Quand je te dis mouvement, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit? Un enfant qui court dans toute la maison et qui saute à longueur de journée. Exactement, voilà. Et c'est ça. Donc parfois on a l'habitude de les stopper un peu. De les freiner. Exactement, de les freiner, puis de les arrêter ou de les remplir d'activités. Mais ce n'est pas bon. Aujourd'hui, les neurosciences ont prouvé que laisser un enfant bouger, comme il a envie de bouger, lui permettait justement de développer son cerveau à sa manière. Parce que bouger permettait déjà de réduire l'anxiété dans le corps et surtout de calmer le système nerveux. Lorsqu'un enfant bouge, c'est un enfant qui va plus tard savoir comment se concentrer. Et quand on parle de bouger, donc comme tu dis, courir, danser, marcher, peut-être pas casser un peu la vaisselle des mamans, mais le fait de bouger un peu partout, ça lui permet justement de se développer à sa manière.
Donc, il faudrait laisser dans la maison un petit espace où cet enfant pourrait bouger. D'ailleurs, parfois, surtout lorsqu'on revient, donc les recettes de grand-mère, enfin, plutôt on va dire les astuces de grand-mère. Elle mettait, si tu te rappelles, les coussins tout autour et elle laissait l'enfant au milieu et puis s'amuser. Absolument, oui. Voilà, ça se fait. Et d'ailleurs, c'était très très bon. Et même les médecins et les chercheurs aujourd'hui conseillent justement cette méthode et ils nous disent que laisser les enfants bouger à leur façon, c'était justement une manière de développer leur intelligence. Donc en fait, il faut se mettre dans l'esprit, c'est quand on va être parent, qu'on a décidé d'avoir un enfant ou deux, déjà il faut se mettre dans la tête que la maison musée c'est terminé. Exactement. Donc, la maison bien rangée, parfaitement, tout est en ordre et tout. Tout à fait. Ça c'était autrefois quand on n'avait pas d'enfant. Mais une fois qu'on en a, il faut se mettre dans la tête que en fait la maison est un terrain de jeu absolument pour eux. Hein. Bien sûr. Voilà. Surtout dans l'étape donc où l'enfant commence à grandir et commence à apprendre. Donc on parle vraiment de 1 an, on peut aller jusqu'à 5 ans, parfois 7 ans, ça dépend un peu l'étape de bas âge, la phase de bas âge pour l'enfant. Mais bouger également, lorsque les enfants grandissent, ce n'est pas seulement dans l'enfance et dans le petit âge. Donc parfois, ça va jusqu'à 8, 9 ans, 10 ans, et où il faut intégrer justement des moments où l'enfant doit bouger. Par exemple, lorsque les enfants font leurs exercices, leurs devoirs, où ils étudient, ils apprennent, il faut toujours favoriser 1 à 2 minutes où l'enfant peut se détendre et peut se défouler. Une activité, un exercice très très simple qu'on peut intégrer dans la routine. Ça serait bien, tiens, alors, quelque chose de pratique. Tout à fait. Par exemple, l'enfant travaille, donc il fait ses exercices, ses devoirs, et puis on lui fait une petite pause, donc de 5 à 10 minutes, vraiment maximum. Les 5 premières minutes, il se relaxe, il boit de l'eau, c'est très important l'hydratation. Et puis, il se détache un peu de ce qu'il voit, donc de ses cahiers et tout. Il marche un peu. Et puis plus tard, on peut allumer par exemple la musique et le laisser se défouler 1 minute à 2 minutes. Et on remarque très très vite que la concentration juste après va revenir très rapidement et l'enfant sera très très concentré avec ses devoirs et fera ses devoirs correctement. Nous, on aura l'impression que peut-être qu'on aura un petit peu... Qu'on perturbe. Qu'on l'a perturbé, voilà, qu'on va le déconcentrer. Après, il va avoir du mal à se remettre à faire ses études, à étudier ou à faire ses devoirs. Mais en fait, non, cette espèce de petite poche, on va dire une espèce de soupape. Exactement. Mais ça va lui permettre justement de reprendre correctement et surtout à un autre rythme. Il faut toujours casser le rythme pour les enfants, c'est très important. Mais surtout, le mouvement. Donc pour les parents qui sont rigoureux et qui laissent leur enfant pendant 1 heure, 1 heure et demie assis sur une chaise, c'est pas vraiment recommandé. Non, c'est mauvais. Surtout aussi quand on les surcharge d'activités durant la journée et on les laisse pas respirer et bouger comme ils en ont envie. Ça, c'est mauvais aussi. Il y a aussi un élément qu'il faut pas perdre de vue, Lina aussi, c'est qu'en fait chaque enfant est unique, chaque enfant est différent. Exactement. Donc on peut avoir peut-être l'aîné qui va être très calme, très serein, qui n'est pas vraiment, on va dire, un enfant qui aime bouger, pas trop. Exactement. Et en fait après subitement on a le deuxième qui lui en fait est plein d'énergie. Tout à fait. Il faudra absolument peut-être ne pas déjà le comparer à son frère ou sa sœur aînée. Ne jamais comparer et puis surtout il faudrait comprendre. Il faudrait comprendre que l'enfant est différent d'un autre et puis il faut le laisser à son aise aussi. Donc c'est pour ça que j'ai dit bouger, laisser l'enfant bouger comme il en a envie. Ça, c'est quelque chose qui va l'aider plus tard. Parce qu'on ne cherchera pas à le contrôler, on ne cherchera pas à le freiner ou à l'arrêter. On va le laisser grandir comme il en a envie. Et puis plus tard, ça va beaucoup l'aider aussi dans le futur pour gérer ses émotions et les problèmes de la vie. Et ça peut être une frustration, Lina. Exactement. On se dit, ça peut être un geste anodin. On va lui dire arrête de bouger, reste assis. Tout à fait. Reste assis, reste tranquille. Mais en fait, après, plus tard, au fur et à mesure qu'on répétera ça peut être une frustration. Bien sûr. Et ça fera taire également ses émotions. Ça va développer des non-dits, des émotions qui vont rester à l'intérieur, frustration, colère, tristesse. Et plus tard, lorsqu'il va grandir, il ne comprendra pas ce que sont ces émotions et surtout comment les extérioriser. Très bien. Donc, laissez vos enfants bouger un minimum. Voilà. Ensuite, on a la respiration. Alors, généralement, quand on parle de respiration, on parle d'une respiration mécanique. Donc, on sait que respirer, c'est vital, mais on ne sait pas que respirer consciemment, c'est crucial. Alors, comment qu'on peut faire ça avec un enfant? Avec un enfant, il y a des petites activités, enfin des exercices, des jeux qui sont très très amusants pour les enfants et qu'ils adorent. Et ils développent avec le temps, comme j'ai dit, une conscience à cela et puis ils apprennent à respirer consciemment. Alors,
On va dire qu'on va mettre un enfant à côté de nous. Surtout, cette méthode est utilisée après les disputes. Donc après que, par exemple, les parents ont grondé l'enfant et que l'enfant boude ou qu'il est simplement en colère ou triste, on va utiliser ces 3 respirations. On a la première qui est la respiration ballon. Alors, je vais dire à l'enfant, respire et imagine que ton ventre est un ballon. Lorsque tu inspires, le ballon va gonfler, donc le ventre va sortir. Lorsque tu expires, le ballon dégonfle. On fait ça... On peut le faire d'une manière ludique, hein. Exactement. De manière rigolote. Tout à fait. Et d'ailleurs, ils adorent ça. Voyons. Quand on compare et quand on laisse l'imagination travailler chez l'enfant, ils adorent ça. Quand, par exemple, on dit « ton ventre est un ballon », ça les amuse. Et donc, ils ont envie. C'est ça qui est cool, c'est que les enfants se prêtent au jeu très facilement. Tout à fait. On a ensuite une autre respiration qui est la respiration donc d'une bougie, la bougie imaginaire. D'accord. Et à quoi elle consiste celle-là? Celle-là, c'est en fait lorsque l'enfant est vraiment en colère ou il fait une crise d'anxiété, qu'on a besoin de, on va dire, calmer le système nerveux. On va lui dire, tu fermes les yeux, tu imagines qu'il y a une bougie en face de toi, tu vas souffler légèrement avec la bouche pour éteindre cette bougie. Donc l'enfant va souffler délicatement et il va imaginer qu'il est peut-être pas au début, hein, peut-être ça va être plutôt assez fort. Exactement. Alors au départ, ce sera plutôt un ouragan. Voilà. Ensuite, ça va devenir un petit souffle. Mais il va également s'y prêter au jeu et ils vont adorer. La dernière, on appelle ça le jeu du nez détective. Alors, c'est quoi, tiens? C'est en fait de mettre l'enfant. Également, ça l'aide aussi à se calmer, à s'apaiser, mais aussi c'est un parfait jeu pour développer les sens. Alors, je viens, je lui dis tu t'assois, je lui rapporte par exemple plusieurs épices, des légumes, des fruits. Je lui dis tu fermes les yeux et je fais passer en dessous de son nez. Même par exemple des huiles essentielles. Et j'essaye de voir avec lui ce qu'il arrive à ressentir. Qu'est-ce que tu sens? Quelle odeur est-ce que tu sens? Alors, parfois, les enfants ne connaissent pas les épices, c'est tout à fait normal. Ah, c'est une bonne occasion pour leur apprendre. Tout à fait, déjà. Et ça crée également un lien entre le parent et l'enfant, un lien de confiance. Parce que lorsqu'on fait ce genre d'activité et que l'enfant ferme les yeux, il place sa confiance sur l'adulte. Également, ça crée un lien avec la nourriture. Ce qu'on va voir aussi dans la 3e phase, qui est donc la nourriture. Et quand on fait passer même des huiles essentielles, par exemple l'orange, la vanille, le citron, ou même par exemple la forêt, on laisse cet enfant imaginer et développer ses sens. Donc voilà. Voilà. Franchement, c'est pratique. Oui. Et, ça prend pas beaucoup de temps. Du tout, et c'est très facile. Voilà, ça peut prendre quelques minutes. Exactement. Ça fera descendre la tension de l'enfant. Donc, s'il est un petit peu, on va dire, comme tu as dit, en colère ou un petit peu triste. Oui. Et en même temps, donc même pour les parents aussi, c'est un moment qu'on consacre aux enfants. Et on sait très bien que ces petits moments sont très précieux. Oui, oui, oui. Énormément, ça crée un lien. Alors ensuite, on a l'alimentation. Quand je te dis alimentation, l'alimentation. Alors, il y a des enfants qui aiment goûter, il y a des enfants qui goûtent à tout et qui mangent. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus compliqués. Exactement. Et en fait, on remarque que on se concentre beaucoup sur ce que l'enfant mange, pas sur la manière dont il mange. C'est vrai. Alors, on met beaucoup plus de lumière sur ce qu'il y a dans l'assiette. Mais avant de mettre la lumière, ce qu'il y a dans l'assiette, parce que c'est vrai, c'est intéressant, mais il y a aussi la manière dont cet enfant va manger. Comme pour la respiration, ici, la prise de conscience est très importante. Alors, il faut qu'il mange consciemment. Comment est-ce qu'un enfant peut manger consciemment? Comment? Généralement, il s'amuse un petit peu, il est toujours un peu distrait, un peu ailleurs. Tout à fait. Donc, comment faire? Alors, déjà, les garder un peu distraits, c'est bien, parce qu'ils ne vont pas se concentrer directement et ne pas surtout mettre toutes ces émotions sur la nourriture, mais il y a plusieurs manières de les distraire. Alors, ce qu'on retrouve aujourd'hui, ce qui est vraiment néfaste pour l'éducation des enfants, c'est le fait de les laisser manger devant les écrans. Oui, ça c'est vrai. On le sait, on le dit, c'est très très mauvais, très néfaste. Cet enfant ne sera pas du tout concentré avec ce qu'il y a dans l'assiette, c'est une mauvaise distraction et surtout ça va le retourner directement à, on va dire, une autre partie du cerveau qu'on ne veut pas stimuler à ce moment-là. On sait que le cerveau est divisé en 2 parties, le système sympathique et parasympathique. Et à ce moment-là, on a besoin que la conscience de l'enfant soit activée et que ses sens surtout soient présents et activés. Donc lorsqu'on laisse l'enfant se concentrer sur un écran,
l'enfant va se perdre rapidement et puis surtout, on verra que la leptine, qui est donc l'hormone de satiété, et l'insuline ne seront pas sécrétées correctement. Donc ce qui est très très mauvais plus tard pour surtout la croissance de l'enfant. Alors comment est-ce qu'on peut les laisser concentrer dans leur assiette? Pour commencer, on éloigne les écrans. Donc ça, c'est sans appel. Hein. Les écrans à table, ça, c'est... non. Il n'y a pas du tout à discuter. Exactement. Voilà, c'est non négociable, comme on dit. Exactement. Et même si on a un enfant, par exemple, qui est un peu agité, parfois on veut justement le distraire pour éviter qu'il soit agité. Non, il y a plusieurs façons. Par exemple, déjà, décorer les assiettes. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui. Il y a des moules qui se vendent aujourd'hui. Par exemple, couper les fruits. Et quand on coupe, on va dire une pastèque, ce sera la tête d'un petit chat ou la tête d'une girafe. Ça, déjà, c'est une façon de distraire les enfants. Lorsque notre assiette est bien décorée, qu'il y a des couleurs qui sont réparties. Par exemple, on peut utiliser ici la respiration avant de commencer à manger. Donc on distrait l'enfant à travers une petite respiration, la bougie, comme j'ai dit tout à l'heure, ou la respiration ballon, ça peut les aider. On peut également les faire sentir la nourriture. Lors de la préparation aussi, on peut les garder près de nous. Faire participer aussi, ça tout à fait, tout à fait. Bien. Et ça marche, et surtout ça crée un lien entre l'enfant et la nourriture. À ce moment-là, il va être conscient de l'importance de cette nourriture qu'il va plus tard mettre dans sa bouche. Et puis, il va surtout apprécier ce geste-là. Il va voir comment est-ce qu'on prépare, comment est-ce qu'on découpe et comment ensuite est-ce qu'on le mange. Oui, déjà, il y a cette petite fierté d'avoir dressé sa propre assiette. Tout à fait. Voilà, déjà, il y a ça qui c'est déjà gagné. En fait, déjà, on l'a mis dans le bain. Tout à fait. Et il y a aussi la dernière méthode qu'on peut utiliser, c'est le fait de récompenser l'enfant. Donc on sait que les enfants adorent ça. Lorsqu'on leur dit qu'il y a des cadeaux, qu'on va leur offrir un cadeau, qu'il y a une récompense après chaque chose qu'ils font, eh bien ça aussi, ça fonctionne très très bien. Des petites récompenses, ça peut aussi commencer par des récompenses verbales. Le fait déjà d'encourager l'enfant tout le temps, et puis surtout accompagner les enfants lorsqu'ils mangent, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire s'asseoir, se mettre à table en même temps que les enfants, ne pas avoir cette habitude de faire manger les enfants avant ou après. Exactement. Voilà. C'est surtout, peut-être les débuts c'est un peu compliqué, mais plus tard l'enfant comprendra ce qu'il mange, et ça c'est très très important. Donc les parents doivent prendre le temps de s'asseoir avec leur enfant, de discuter, de les faire manger, de les aider à manger et de leur montrer que la nourriture, il faut la manger consciemment. Donc on a aussi maintenant le sommeil, Lina? Tout à fait. Le sommeil, alors le sommeil qui est très très important, l'enfant doit faire ses cycles de sommeil. Il y a des rituels à adopter avant de dormir, donc par exemple se mettre en pyjama, se laver le visage, peut-être une petite histoire, se mettre au lit, toujours des lumières tamisées. Et puis ensuite s'endormir, donc essayer de faire 7 à 8 heures durant le sommeil pour bien se lever le matin. Voilà, essayez aussi de les mettre au lit très tôt parce qu'on sait très bien que ça prend du temps. Tout à fait. On les met à 20 heures, mais bon, ils sont pas endormis avant 21h30, ça dépend. Bon, ça dépend des enfants aussi, c'est pour ça que je disais, tout dépend des enfants qu'on a. Tout à fait. On essaye de respecter chacun son rythme, chacun sa personnalité. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Lina. Merci à toi. Merci, ce fut un plaisir. Voilà, j'espère que les conseils ont été précieux pour vous. Donc, on se retrouve mercredi, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, quant à nous, nous allons passer rapidement donc, à la deuxième partie de notre émission, donc, qui est le langage chez les tout-petits, bien entendu, juste après ces images.
retour sur notre plateau. Comme je vous l'avais dit, donc nous avons deux spécialistes en notre compagnie pour parler du langage et du développement du langage chez les tout petits. Voilà, donc bien entendu, vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91 si vous avez un petit bébé et que vous commencez déjà à lui parler, donc les petits syllabes, les petits babillements donc qui démarrent. Donc vous pouvez appeler, nos spécialistes sont là pour répondre à toutes vos questions ou peut-être même un retard aussi. Vous verrez que chaque enfant a un développement propre à lui et tout est dans le respect de ce développement. Donc j'ai le plaisir de recevoir Rania Debout. Bonjour. Bonjour madame. Enchantée, merci d'être là. Merci. Ravie de vous recevoir. Merci. Donc vous nous venez de Bdjaya, merci déjà d'avoir fait le déplacement. Merci. Voilà, ça va la route, c'était bon jusqu'à... Oui, c'était bien passé, oui. On est arrivé à temps. Rania, merci en tout cas d'être là dans notre émission. Et donc, vous êtes orthophoniste de formation et vous avez déjà 7 années à votre actif. Voilà, d'une spécialité de pathologie du langage et de la communication. Très bien. En tout cas, merci encore d'être là et j'ai le plaisir aussi de recevoir donc Sabrina Kihel. Sabeha, pardon, Sabeha Kihel. Enchantée. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci à vous. Voilà, ravie de vous recevoir. Donc, vous êtes puéricultrice. Oui. Voilà, donc vous avez combien d'années à votre actif? J'ai 14 ans d'expérience. Voilà, 14 ans d'expérience, oui, très avec important. Les petits, avec les nouveau-nés. Et j'accompagne même aussi les parents qui décident d'avoir des enfants. Donc maintenant, les préparations, on va dire, on se prépare aussi psychologiquement. Oui, on se prépare d'être parents. C'est pas comme autrefois. Autrefois, on devenait parents, donc on se mariait systématiquement, on avait des enfants. Maintenant, il y a une préparation qui se fait au préalable. Donc, il y a cette prise de conscience. Oui, il y a beaucoup de cette prise de conscience et ça donne un résultat magnifique. Très bien, très bien. Donc, Rania, donc, quelles sont les grandes étapes donc, du développement du langage des 0 à 6 de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans. Alors, le développement du langage chez l'enfant se fait d'une manière progressive et passe par plusieurs étapes clés, à la fois sur le plan de la compréhension et de l'expression. Ces étapes varient d'un enfant à l'autre, mais elles sont suivies par un développement. Elles sont suivies par une évolution naturelle, influencée par l'environnement, les échanges et les stimulations sociales. Alors, nous allons découvrir le développement du langage dès la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans. Pour bien comprendre, je propose de suivre 3 grandes étapes qui sont la phase prélinguistique, l'émergence du langage et son perfectionnement. Et c'est là que les parents vont savoir où se situe leur enfant et comment l'accompagner. Commençons par la première période qui est la phase prélinguistique. Dès la naissance jusqu'à environ 2 mois, le nourrisson reconnaît les sons. Il pleure, il oriente sa tête vers la voix de ses parents et introduit des sons réflexes. Puis, de 2 à 6 mois, il commence à gazouiller, qui veut dire il joue avec les voyelles, comme A et E. Oui, c'est généralement ça, les premiers sons que les premiers sons du bébé. Voilà. Après, de 6 à 10 mois, apparaît le babillage, qui veut dire le babillage, voilà, qui veut dire c'est une suite de consonnes ou voyelles. Telles que ba 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 ou bien da 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 da. Vous voyez quand l'enfant il commence à... C'est une période très, on va dire, absolument délicieuse parce qu'en fait, nous les parents, ce qu'on fait, c'est qu'on répète derrière eux. C'est bien de répéter quand, par exemple, ils font exactement, il joue un très grand rôle, la répétition, elle joue un très grand rôle dans le développement du langage chez l'enfant. D'accord. Voilà. Après, ça m'a échappé d'arriver, voilà, ça m'a échappé, voilà. Voilà. Donc on a dit, il y a les premiers mots, donc la répétition. Ensuite, donc on a dit, donc c'est papa, maman. Voilà. Ensuite, là déjà parallèlement, il comprend déjà quelques consignes et pointe du doigt pour exprimer un désir. Donc c'est à partir de 6 mois déjà qu'il commence un petit peu à pointer du doigt pour exprimer son désir, ce qu'il veut et tout. Voilà. Et aux alentours de 10 à 12 mois, surgissent les premiers mots reconnaissables fréquemment, comme maman, papa, que l'enfant peut associer à une personne ou bien à un objet. Voilà. Durant cette première année, l'enfant expérimente le son avant de leur donner un sens. D'accord, donc c'est vraiment, ils n'ont pas encore... mais est-ce que jusqu'à 1 an, est-ce qu'il y a certains mots, ils reconnaissent, ils comprennent certains mots Oui, je vous ai dit, aux alentours de 10 à 12 mois, ils commencent à comprendre. Voilà, ils commencent à comprendre et à prononcer quelques mots aussi. Voilà. Alors on passe à la deuxième période qui est l'émergence du langage.
c'est entre 12 à 18 mois, le vocabulaire commence à grandir doucement. L'enfant, il commence à compter quelques mots et commence déjà à associer 2 mots, comme maman mange, maman dort, etc. D'accord. Voilà. Après Donc en fait, c'est pas encore des phrases, mais c'est juste 2 mots qui réussissent à... Voilà. Après, du 18 mois jusqu'à 2 ans, et là, c'est la fameuse explosion lexicale. Son vocabulaire s'enrichit. Il commence à raconter des histoires plus longues. Et puis voilà. Des fois vraies, des fois imaginaires aussi, les histoires. Il faut les laisser faire quand ils racontent des histoires. On le laisse faire, oui. On le laisse parce que chaque enfant se développe avec son propre rythme. Voilà. Après, on passe à la 3e phase qui est le perfectionnement et la complexification. Qui veut dire, à l'âge de 3 ans, la prononciation se développe. Elle est plus nette. Et l'enfant commence à raconter des histoires et commence à poser déjà des questions. Voilà. Après, de 4 à 5 ans, son langage aussi s'enrichit de plus en plus. Il commence à former des phrases plus complexes. Voilà. Donc à partir de 5 ans. De 4 à 5 ans. De 4 à 5, très bien. Voilà. Après, de 5 à 6 ans, bien que quelques erreurs subsistent, le langage l'enfant, il maîtrise le langage. C'est bon, il maîtrise le langage. Et puis, il faut le reprendre quand il fait des erreurs. On sait très bien qu'il y a une période où en fait ils inversent les syllabes, donc les mots ne sont pas très clairs. On le laisse. On le laisse, on ne reprend pas systématiquement. Il va les rectifier tout seul après. D'accord. Voilà. Donc ne pas insister, ne pas rester... On ne va pas faire la pression sur un enfant. On le laisse parler comme il veut. Très bien. Donc on reste toujours dans ce mode fascinant qui est celui des enfants. Donc comment faire pour favoriser un petit peu l'autonomie chez les tout-petits? Alors les tout-petits, leur autonomie, elle commence dès le jeune âge. Chaque enfant a son propre rythme, chaque enfant commence à bouger, chaque enfant commence à tenir sa tête. Donc dès l'âge de depuis le jour 0 déjà, ça commence? Oui, exactement, il a son propre rythme. Et là, tout dépend des parents. Il y a des parents qui sont actifs, il y a des parents qui laissent leurs enfants prendre son autonomie seuls. Il y a des parents non. Par exemple, ils veulent que leur enfant eux-mêmes prennent des décisions de leur apprendre une certaine autonomie. Et là, l'erreur commence à partir de là, c'est laisser l'enfant prendre son autonomie à son propre rythme, sans bien sûr le frustrer. Comment, par exemple, on laisserait notre enfant prendre son autonomie? Premièrement, en reconnaissant les extrémités de leur corps, comment ils peuvent bouger, comment ils peuvent manger, comment ils peuvent se déplacer, comment ils peuvent se faufiler dans quelques tiroirs, quelques étagères de la cuisine, bien sûr, tout en sécurisant tout l'endroit dès les jeunes âges. Voilà, en rampant déjà, on doit prendre l'autonomie de l'enfant. Donc, en quoi ces petits actes d'autonomie contribuent-ils à la confiance en soi? Alors, le fait d'un enfant qu'il est autonome, qu'il apprend à être autonome seul, bien sûr en encadrement avec sa maman ou son papa, automatiquement, ça donne en lui une certaine confiance, une certaine rassurance, et il commence à prendre même quelques sens de responsabilité. Je dois me déplacer pour ramener mon jouet, je dois lever la main pour prendre à manger, je dois bien tenir le biberon pour que ça descende le lait. Donc du coup, il devient autonome et ça le rassure, bien sûr toujours sans le frustrant. Parce que dès qu'il est frustré, s'il fait tomber par exemple le biberon qui est en verre, là, le bruit de la cassure du biberon, ça va l'effrayer et du coup, ça va un peu diminuer son autonomie. Mais bien sûr, si on l'encourage et on lui dit bravo, c'est pas grave et tout, il voit l'expression du visage de sa maman et de son papa et ça le rassure. Tout d'un coup, il reprend son autonomie, il reprend ses gestes et ses paroles. Donc, essayer un petit peu de les accompagner, toujours dans la bienveillance. Voilà. Mais en fait, il y a un moment où les parents doivent un petit peu céder un petit peu l'espace. Exactement, c'est à partir de, on va dire, il y a un moment où on doit accompagner l'enfant, et il y a un moment où on doit laisser l'enfant, mais sans le laisser réellement. Parce que l'enfant, il passe déjà par 2 phases d'angoisse de séparation.
et ça l'effraie un peu. Du coup, il a besoin d'être rassuré par ses parents ou bien par l'être qui est en crèche avec lui, son éducatrice ou là, son éducateur, pour l'encadrer, pour faire son autonomie, pour apprendre à faire beaucoup plus de choses, étape par étape. Très bien. Donc, on va juste rappeler le téléphone. Donc, vous pouvez nous joindre au 021 23 98 91 si vous avez des questions, si votre enfant a parlé très tôt ou au contraire, donc, a parlé tardivement. Donc, si vous avez des témoignages, ils sont les bienvenus. On pourra un petit peu débattre de ce sujet fascinant qui est donc le développement du langage. Rania, quand par exemple à la maison, est-ce qu'un enfant qui va aller en crèche, qui va être en crèche, on va dire à partir de 1 an et demi, le fait qu'il soit sociabilisé, qu'il soit avec d'autres enfants, est-ce que ça va favoriser par exemple l'apprentissage du langage chez lui? Par exemple, comparé à un petit qui est à la maison juste avec papa et maman. Vous pouvez clarifier encore la question? Alors, par exemple, on va dire que j'ai un petit enfant de 1 an et demi. Par exemple, si je mets à la crèche, pendant 8 heures, il sera en crèche avec des enfants de son âge. Est-ce que le langage va s'améliorer? Il aura une plus grande richesse de langage que, par exemple, si je le gardais à la maison? Alors, dès les premiers temps, il va pas se développer, mais avec le temps, il va s'améliorer. Voilà. Parce qu'on sait très bien qu'avec maman, bon, on va parler à notre enfant, on parle à notre enfant, mais pas en permanence. Mais peut-être que quand il est en crèche, déjà il y a le langage. Il y a ses amis, donc voilà. Très bien. Alors, donc, ça favorise un petit peu d'être mis en crèche pour les enfants. J'ai remarqué qu'il y a pas mal d'enfants qui viennent en crèche, en collectivité, qui parlent pratiquement pas en maison parce qu'ils se sentent seuls, le seul enfant devant des adultes, donc ils pensent que son langage, il n'est pas en communiquant avec leurs parents, c'est pas la même chose. Mais dès qu'ils se retrouvent avec des personnes du même âge que lui, ils voient que l'autre parle, l'autre elle crie, l'autre elle peut bouder un peu. Ils commencent déjà à faire la même chose que ces enfants-là, et du coup ça favorise son autonomie et son langage. Oui, en plus en même temps, il faut le dire, donc pendant qu'ils font cet apprentissage du langage, qu'ils acquièrent au fur et à mesure des mots, on ne parle pas des années parce que ça se beaucoup de mots. Absolument. Il y a aussi donc d'autres interactions, c'est-à-dire le toucher, il y a aussi la découverte aussi, donc des expressions chez les autres petits, il y a tout ça qui... Il y a l'imitation, la répétition, l'écoute attentive. Voilà. Et tout ça favorise donc un développement plus enrichi. Des fois, ça part dans le bon sens et des fois, ça part dans le mauvais sens. Donc, du coup, il y a des manières qu'on accepte de répéter et il y a des manières qu'on n'accepte pas de répéter. Mais c'est là le rôle de l'éducatrice de bien régler son groupe et bien de l'encadrer, l'enfant, et de montrer les bonnes actions et les bonnes paroles et la bonne prononciation. Bien sûr, toujours sans le frustrant. Vraiment à son propre rythme. Oui, à son propre rythme. S'il a envie de dormir, il dort. S'il n'a pas envie de dormir, elle le laisse jouer. Voilà. Alors donc il y a aussi la méthode de Montessori, on en parle énormément de nos jours. C'est cette éducation bienveillante et surtout à l'écoute des plus jeunes. Oui, exactement. Des fois, déjà, les parents se manifestent avec cette méthode il y a des années déjà, mais ils ne se rendent pas compte parce que pour eux, la Montessori, c'est un matériel spécial et tout, alors que par contre, non, un petit tapis à la maison ou bien un petit coussin à la maison, ça suffit largement, bien un petit bocal avec de l'eau et des petits ballons, ça suffit largement de libérer la méthode Montessori à la maison sans qu'il y ait besoin de beaucoup de matériel. Voilà. Donc, à la maison, comment qu'on pourrait faire ça concrètement? Supposons que là, c'est bientôt les vacances. Donc, il y a des crèches qui ne vont pas travailler. Il y a beaucoup de parents qui vont garder leurs enfants à la maison. Exactement. Donc, il y a énormément de parents qui vont avoir donc, les enfants à la maison. Comment essayer un petit peu de leur créer un cadre adéquat, un cadre où ils pourront continuer déjà leur apprentissage et s'épanouir surtout à la maison? Moi, je conseille les parents à créer des espaces, par exemple, des petits espaces, pas forcément de grands espaces, pour favoriser quelques activités, quelques jeux, en famille bien sûr, même eux seuls entre enfants. Ceux qui ont plusieurs enfants, c'est très bien, mais ceux qui ont un seul enfant à la maison, ils peuvent jouer à tour de rôle, le papa et la maman, des cachettes, ou bien un jeu de ballon avec des petits bocals, ou là, un jeu de sable pour qu'ils reconnaissent les tout petits, le sable, les pierres. Comme ça, quand ils sortent à l'extérieur, ils ne vont pas être frustrés de reconnaître « Ah, j'ai mis les pieds sur le sable, ah, j'ai mis les pieds sur les bâtons. Donc là, il faut découvrir ça à la maison, les sons. Ils peuvent même créer des sons
de vagues, il peut créer des sons de vent, de tonnerre. Et là, ça crée une ambiance familiale et en même temps, ils vont se sentir dans un milieu affectif. Ils voient que leurs parents, ils sont là pour eux, ils jouent avec eux. Ça va vraiment renforcer la confiance en eux et avec leurs parents. Donc en fait, on peut réaménager une petite partie de la maison, même si, voilà, c'est ce que j'aimerais un petit plateau de cuisine, on fait un peu d'eau. On peut pousser un petit peu les meubles hein, oui, pour les vacances. En sécurisant les tiroirs et les prises. Voilà, donc vraiment, bien entendu, c'est ça là qu'il faudrait sécuriser, tout ce qui est... tout ce qui est dangereux pour les enfants. Et bien sûr, je conseille aussi les parents que les tâches qu'ils demandent aux enfants, il ne faut pas qu'ils leur demandent leurs tâches. Il y a nos tâches, il ne faut pas qu'on leur demande de faire nos tâches, mais de créer les tâches spécialement pour les enfants. Parce qu'ils ne peuvent pas faire nos tâches. Par exemple, établir le linge ou quoi que ce soit, ils ne peuvent pas le faire, mais ramener une télécommande ou bien ranger leurs jouets dans des coussins, dans des couffins, pardon, c'est plus important pour lui de réussir cette tâche. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, donc réaménager la maison, mettre des bacs, mettre tout simplement, par exemple, comme vous avez dit, des petits paniers, faire ranger, leur demander de ranger De ranger, de mettre la table, de débarrasser un peu la table pour les enfants de 4 jusqu'à 9 ans. Ils peuvent être responsables, mais bien sûr, il faut juste que l'enfant ne fasse pas des dégâts. Comme ça, on va leur donner par exemple des tasses en plastique. On ne va pas mettre des tasses, on va faire exprès de mettre des tasses en plastique. Comme ça, quand l'enfant débarrasse ou bien met la table, même s'il fait tomber le tasse et tout, il ne va pas être furieux ou là, il ne va pas être j'ai fait un dégât, maman va crier, maman. Même si on perd quelque chose, le plus important c'est que notre enfant se sent bien à la maison. Voilà. Donc le laisser découvrir. Le laisser découvrir essayer de l'amener au monde adulte. Donc, en quoi ces petits actes d'autonomie, ils vont contribuer à la confiance en soi de ces enfants? Et elle va lui apprendre à être responsable. Et du coup, quand il sait qu'il peut réussir ça, ça donne en lui une confiance en lui. Ça donne que moi, je peux réussir. Moi, je peux même ne pas réussir, mais je vais apprendre. C'est pas grave, on va refaire la même chose et on va recommencer à mettre la table ensemble, on va recommencer à prendre le bain seul, apprendre à ce qu'il lave ses pieds seul, à ce qu'il lave ses mains seul. Moi, je vais te faire le dos. Là, il va commencer, moi, je peux être seul dans la douche, maman, c'est pas grave. Oui, tu peux être seul à la douche, tu peux être seul pour manger. Pour les filles, on peut commencer à cuisiner quelques gâteaux ensemble. Vas-y, mets l'œuf, même si elle met quelques grains de l'œuf, c'est pas grave, on peut les enlever. Et du coup, ça va créer une certaine responsabilité dans la fille et dans le garçon. Donc, un environnement apaisé a toute son importance dans l'éducation et dans l'épanouissement. Oui, on va dire l'épanouissement de l'enfant, il faut certaines règles aussi. Il faut que ça soit, par exemple, l'autorité des parents. Il faut qu'il respecte le temps. Si un enfant respecte le temps, il va tout respecter. Il faut vraiment qu'on soit organisé. Il faut qu'on soit organisé. Il faut apprendre à l'enfant de respecter le matin, on se réveille, on se lave d'abord, on part prendre le déjeuner. Il faut respecter le temps pour sortir à temps. Si vous êtes en retard, il faut lui expliquer que je vais t'aider à t'habiller. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas t'habiller seul, mais je vais t'aider parce qu'on est un peu en retard. Mais il ne faut jamais presser l'enfant. Ah, vite, je suis pressée, on va être en retard. Ça va lui mettre une pression. Du coup, il va se renfermer sur lui-même. Il ne va plus prendre son vêtement. Il ne va plus prendre son petit déjeuner seul. Il ne va plus mettre ses vêtements seul. Il va vous retarder encore beaucoup plus. Par contre, si on l'aide à s'habiller, aujourd'hui, tu m'as manqué, je vais t'aider à t'habiller. Je veux me sentir maman avec toi aujourd'hui. Laisse-moi reprendre mon bébé. Comme ça, il va ressentir l'amour de sa maman et en même temps, on va gagner du temps pour ne pas être en retard. Pour ne pas être en retard. Ou alors peut-être qu'on peut combiner, on va dire, se réveiller un peu plus tôt de façon à lui laisser un peu plus de temps, ne pas peut-être le presser. Justement, là, par contre, c'est l'habitude. Moi, je suis très, on va dire, très fixée sur le temps, le timing de la journée. Quand on a des enfants en bas âge, il faut vraiment qu'on leur apprend à respecter le temps. S'ils respectent le temps, ils vont tout respecter. Donc, pourquoi est-ce que... Le sommeil, le moment de déjeuner, le moment de la sieste, le moment de douche. Parce que quand on fait rentrer l'enfant en douche, par exemple, il peut prendre 2 heures de temps. Alors que nous, si on lui apprend que c'est pas bien, il va prendre son rythme. Donc, il y a l'ordre et il y a les routines aussi. Donc, oui, la routine les routines. Oui, la routine, elle est très importante pour l'enfant parce qu'il apprend à acquérir
les bonnes actions et les bonnes méthodes à travailler plus tard, même pour qu'ils soient plus adultes. D'accord. On reviendra encore un petit peu pour donner un peu plus de pistes pour les parents. Donc, Rania, à partir de quel âge on va s'inquiéter, par exemple, un enfant de 3 ans, à partir de quel âge doit-on s'inquiéter, par exemple, pour un enfant qui a un retard de langage? On va dire jusqu'à quel âge on est tranquille? On se dit, il a encore tout son temps, à son rythme, il apprend à parler à son rythme. Mais quel est l'âge où, par exemple, on doit vraiment consulter un orthophoniste? C'est à partir de 4 à 5 ans qu'on commence à s'inquiéter si l'enfant ne parle pas. D'accord. Donc, voilà. 4-5 ans, on doit aller voir un orthophoniste. Bon, on ne va pas trop s'inquiéter, mais quand même il faut qu'il voit un orthophoniste. Un orthophoniste. Voilà. Donc, quand par exemple on vous ramène un enfant, quels sont les tests que vous faites au début avec un enfant qui a un petit retard de langage? Comment vous essayez un petit peu de faire les tests pour un petit peu trouver où est le problème? Vous pouvez expliquer encore plus. D'accord. Donc, par exemple, quand on vous amène un enfant qui parle très mal, allez, à 4 ans, 5 ans, il parle très très mal. Qu'est-ce que vous faites avec lui au départ? Donc, est-ce que le parent doit rester ou vous préférez que l'enfant reste seul? Ou vous prenez le parent? Bien sûr, il va rester seul. On va lui faire un diagnostic pour lui faire un compte rendu. Après, on va lui faire une prise en charge. Voilà. D'accord, très bien. Donc, on va revenir un petit peu à l'organisation. C'est très bien que c'est l'été, les enfants vont être à la maison. Bon, ceux qui sont un peu grands, ils vont un petit peu se débrouiller, ils sont déjà autonomes, donc ils ont déjà leurs habitudes, leurs activités, leurs passions. Même eux, c'est très difficile de les organiser. Absolument, déjà. Surtout avec les écrans. Oui, surtout avec les écrans, et en même temps, ils viennent tout de suite, maman, je m'ennuie. Donc, c'est la phrase qui fait peur à tous les parents, c'est la phrase maman, je m'ennuie. Donc, que faire pour que ces enfants ne s'ennuient pas? Quand ils sont petits, c'est assez, on va dire, c'est peut-être assez simple de les occuper, mais quand ils sont un peu plus grands, c'est un peu plus compliqué. Ils sont déjà plus difficiles, plus exigeants. Mais quand ils sont petits, donc vous avez donné quelques pistes tout à l'heure que moi j'ai appréciées personnellement. C'est, on n'a pas besoin d'un grand espace, on n'a pas besoin d'être dans une cuisine. Voilà. Déjà, on peut créer la matinée, on peut occuper les enfants dans la matinée en préparant le déjeuner. C'est donner quelques tâches aux enfants, bien sûr les plus grands, et après les plus petits, c'est de créer des ateliers qui sont à côté de nous. Par exemple, leur donner une petite bassine. Absolument, voilà. C'était ça que je voulais vous dire. Donc, par exemple, les occuper comment? Leur donner juste une petite bassine, donc avec une petite bouteille. Et on a plein de petits matériels à la cuisine qui peuvent être, on va dire, utilisés. On a les entonnoirs, donc essayer, en même temps, ça va développer leur dextérité. Oui. Une cuillère, donc peut-être leur faire remplir des récipients avec de l'eau déjà, puisque c'est l'été, il fait chaud. Donc, même s'ils se mouillent la cuisine, c'est pas grave. Ils peuvent même participer à préparer le déjeuner. Donc ils peuvent même, par exemple, avec des petits morceaux, ils peuvent même, par exemple, mettre par exemple la pomme de terre, la couper quand on la fait bouillir. Ils peuvent même enlever la peau de la pomme de terre. On peut le faire participer. Comme ça, ils se sentent autonomes, ils se sentent responsables. Ah, c'est moi qui ai préparé le déjeuner aujourd'hui. Dès que le papa rentre et tout, il va être très fier, par exemple, que c'est lui qui a préparé le déjeuner. Donc, on occupe la matinée. On occupe la matinée, mais il reste après l'après-midi. Donc, il y a le moment de la sieste. Comment se passerait, par exemple, une sieste? On sait que certains enfants sont compliqués à mettre pour le dodo. Il y a plusieurs tranches d'âge. La sieste, moi, personnellement, en tant que péricultrice, c'est très important d'un enfant on va dire entre 1 an, parce que les tout petits, ils dorment systématiquement, entre 1 an jusqu'à l'âge de 5 ans, avant la rentrée préscolaire. Là, c'est très important de faire la sieste. C'est très, très important. Et après, on doit commencer à les habituer à ne pas faire la sieste. D'accord, donc jusqu'à 5 ans. Comment, par exemple, les inciter à dormir? Quels sont on va dire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir leur faire une petite sieste? Alors déjà, à la base, dès qu'après le déjeuner, il faut mettre l'enfant dans un monde, on va dire, calme, dans un monde apaisant, lire une histoire ou bien partager à préparer leur laiterie. Par exemple, remettre le coussin en place, mettre la couverture. Allez, viens, on va dormir tout le monde, on va faire une sieste en famille. On va mettre tous les matelas ensemble. C'est bien sûr
prévoir une sieste dans l'enfant. Il se met dans la tête qu'il va faire une sieste. Et après, il faut pas qu'elle soit imposée la sieste. Il faut qu'elle soit plutôt proposée. Maintenant, l'enfant, s'il se réveille catégoriquement, il se réveille par exemple vers 7h ou bien 7h30 jusqu'à 8h, systématiquement à 14h, il a une petite sieste. Systématiquement, surtout s'il a fait beaucoup d'activités la matinée. Donc du coup, automatiquement, il sait dès qu'il va manger, il va se reposer un peu. Même s'il ne dort pas, le plus important, c'est qu'il est allongé à côté de vous pour se reprendre un peu de force. D'accord, parce que personnellement, j'ai eu ce problème. Donc, j'avais ma fille aînée qui, elle, à partir de 2 ans, ne faisait pratiquement plus de sieste. Oui. Et pour elle, c'était limite une punition de lui faire la sieste. Oui. Donc en fait, j'ai arrêté. Donc est-ce que par exemple, quand on voit qu'un enfant n'a pas vraiment envie de faire la sieste, il n'a pas surtout le besoin? Non, c'est pas grave de ne pas faire la sieste, de ne pas dormir, de ne pas rentrer dans le sommeil. Mais c'est très grave de ne pas se reposer après une matinée un peu importante, surtout si elle s'est réveillée très tôt le matin. Donc, c'est pas grave, elle peut dormir, elle peut s'allonger à côté de vous, partager un moment de tendresse, maximum à 30 minutes, 45 minutes, c'est largement suffisant pour qu'elle reprenne des forces, ne serait-ce qu'un peu d'amour et un peu de force. Voilà. Donc, quel est le temps, on va dire, d'une sieste? Est-ce qu'il y a un temps à respecter ou on peut laisser un enfant dormir jusqu'à... C'est des natures. Les enfants, il y a les gros dormeurs et les petits dormeurs. En plus, c'est les parents aussi. Il y a ceux qui veulent faire dormir leurs enfants de 1h30 jusqu'à 4h30. Il y a ceux des parents qui veulent non, moi je veux juste qu'il passe 45 minutes parce qu'il ne dort pas le soir. Moi, personnellement, l'enfant, c'est pas lui qui décide s'il dort ou il ne dort pas. C'est pas lui qui décide s'il mange ou il ne mange pas. Et c'est pas lui qui décide s'il doit être propre ou sale. Pour moi, ces 3 points, en tant que péricultrice, on doit faire connaître à l'enfant que ces 3 points, c'est maman et papa qui décident que tu dois dormir, que tu dois te reposer, tu dois manger et tu dois te laver. D'accord. Comment mettre en place donc cette autorité que doit avoir? On ne va pas la mettre en tant qu'autorité, mais on doit expliquer à l'enfant pourquoi on fait ça. C'est quel bien tu vas avoir avec ça. Par exemple, le garçon, il va commencer « Ah, moi j'ai eu un peu de force ». À la fille, elle va demander j'ai quelques jours roses. Donc, je me suis reposée aujourd'hui, j'ai quelques jours roses. Du coup, l'enfant, il est émerveillé avec ses résultats. Il vous fait confiance. Et du coup, il va faire tout ce que vous lui demandez. Il ne va jamais prendre ça comme autorité. D'accord. Il fait ça avec plaisir. Et par exemple, quand on est en crèche, par exemple, une péricultrice a à charge beaucoup d'enfants, comment ça se passe un petit peu pour heureusement de nos jours, la majorité des crèches ne laissent pas l'éducatrice ou bien la péricultrice seule avec un groupe de 15 ou là un groupe de 10. C'est au maximum un groupe de 10 ou 15. Il y a toujours une auxiliaire avec eux qui vont se départager le moment de sieste ou vont se départager le moment de déjeuner pour avoir 5 ou 3 enfants ou 4 enfants qui vont prendre plaisir à leur apprendre comment prendre leur déjeuner, comment prendre leur autonomie en collectivité. Et bien sûr, ils vont se limiter. Ah, elle dort sur le ventre, moi aussi je vais dormir sur le ventre. Ah, c'est pas bien de dormir sur le ventre. Eux-mêmes, ils vont surveiller avec vous les autres enfants. D'accord. Donc, en fait, les faire participer, c'est très important. Voilà, exactement. Prendre un petit, on va dire, un petit cocon, un petit bassin, par exemple, une petite bouée. C'est ce qu'ils font la majorité maintenant des crèches. Ils ont une grande bouée où mettre les enfants avec des petits coussins. Ils commencent à jouer un peu avec les coussins. Après, lire une histoire, vous allez vous apercevoir que les enfants prennent seuls la sieste. Vous allez pratiquement voir tout le groupe qui s'endort. Très bien. Donc, il y a cette bienveillance. Il faut toujours faire, on va dire, opérer avec bienveillance et surtout leur parler, c'est important. Donc, on parle du langage, du développement du langage aujourd'hui, mais il est important déjà de communiquer avec eux. Il y a une certaine façon de communiquer avec les enfants. Il faut toujours expliquer à l'enfant pourquoi on fait ça. L'enfant de notre génération, de cette génération plus précisément, il est très intelligent dès le jeune âge. Je ne sais pas si l'orthophoniste est d'accord avec moi. Oui. Le langage commence même à 2 ans. Du coup, là, il faut vraiment leur expliquer tout ce qu'on fait, pourquoi on fait ça et pourquoi on ne fait pas ça. Du coup, il va opérer avec vous et ça va être... il faut toujours, moi je leur conseille de mettre cette participation avec amour. Il ne faut pas la faire forcément, il ne faut pas la faire parce que c'est un travail, mais il faut aimer ce monde d'enfants. Si on n'aime pas ce monde d'enfants, on ne pourra jamais leur apprendre ou bien les faire participer à ce qu'on leur demande. Si on n'aime pas ce monde d'enfants, on ne peut pas faire ça.
D'accord, donc c'est vrai que c'est très très important. Oui, l'enfant il ressent. Il faut le choisir, c'est un métier qu'on choisit. L'enfant il ressent, c'est très important. L'enfant il ressent tout ce qu'on ressent. Absolument. Si on est triste, il va ressentir. Si on est heureux, il va ressentir. Donc moi personnellement, donc j'avais ma fille enfin mes filles, hein, leur tata c'était pratiquement leur deuxième maman. C'était réellement un bonheur d'aller. Bon, les premiers jours ça a été difficile, c'est normal. J'imagine qu'on est tous passés par là. Donc la séparation, les premiers jours, mais après une fois qu'on va dire qu'ils s'habituent à cette tata, à toutes ces personnes qui les entourent, tout comme vous le dites, donc c'est vraiment cet amour et cette passion. C'est un métier qu'on choisit par passion. Exactement, on choisit des fois on ne choisit pas. Des fois, on est directement c'est le métier qui nous choisit. Oui, c'est le métier qui nous choisit. Moi, mes enfants, par exemple, leur nounou, jusqu'à maintenant, ils ont quand même un peu grandi, mais jusqu'à maintenant, ils la préfèrent dans certains rythmes. Par exemple, la douche ou bien leur faire manger, ils la préfèrent à moi. D'ailleurs, pour ça, je la remercierai jamais assez parce qu'elle était toujours bienveillante. Et j'adore ça quand la nounou ou bien celle qui s'occupe de nos enfants, elle partage le même sens de nous parce qu'ils sont en même temps protégés. Absolument. Quand on est aimé, on est protégé. Absolument. Et en même temps, ça donne on va dire, je trouve pas le mot en français, on va dire belle, parce que quand on est maman, laisser nos enfants, quand ils sont à la crèche, on sait où ils sont et tout, c'est tranquille. Par contre, quand par exemple on choisit une nounou, c'est vraiment très très important. Et quand vous dites, ils peuvent tisser des liens qui nous dépassent. Absolument. Qui nous dépassent. Par exemple, moi, personnellement, je vais me permettre de parler en tant que maman. Je n'ai pas laissé mes enfants dans la crèche. En tant que professionnelle, j'ai rejoint le poste de puéricultrice dans leur crèche pour ne pas être séparée d'eux. Ce n'est pas eux qui ne voulaient pas se séparer de moi, c'est bien moi qui ne voulais pas se séparer d'eux. Voilà, donc vous avez... C'est très difficile de se séparer. Oui, c'est très compliqué. Absolument. Donc, Rania, quels sont les critères que doit avoir, par exemple, étant donné que vous avez une crèche, c'est ça? Pas encore. D'accord. Donc, il y a des critères précis pour on va dire, pour le personnel que vous allez choisir qui vont intégrer la crèche? Qui veut dire? C'est-à-dire, est-ce que les personnes que vous allez choisir, est-ce qu'ils doivent être obligatoirement diplômés ou est-ce que, par exemple, une maman avec déjà de l'expérience, on va dire, qui a eu des enfants et tout, peut avoir le profil idéal pour travailler en crèche? Bien sûr que je vais choisir un personnel bien, comment dire? Bien choisi, voilà. C'est-à-dire que vous allez, on va dire, regarder tous les profils attentivement, bien adaptés, voilà, qui sont dans le domaine, bien sûr. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut, par exemple, être, on va dire, toujours dans la bienveillance? On reste toujours dans les enfants qui sont tout petits. Donc, leur parler, on dit toujours essayer de se mettre à la hauteur des enfants quand on leur parle, ne pas, par exemple, se mettre toujours à leur hauteur pour essayer de leur expliquer les choses. Il faut se rendre un enfant. Il faut se rendre un enfant pour bien travailler avec eux et bien sûr leur montrer que nous aussi, on peut faire des erreurs. Et bien sûr, on va passer par des périodes de cris, des périodes de pleurs, des périodes de joie, des périodes de panique. Mais en même temps, il faut toujours rassurer l'enfant et ne pas leur montrer que ces périodes-là existent. Mais même s'ils ressentent, il faut leur expliquer qu'on va tout partager avec vous. Comme vous, c'est très important d'avoir maman et papa. Nous aussi, c'est très important d'avoir ces enfants-là. Et bien sûr, je souhaite que toute femme connaît ce sentiment parce que c'est merveilleux. Absolument, absolument. Donc, encore juste un petit conseil avant de finir. Quand, par exemple, ça arrive dans un couple qu'il y ait une dispute ou qu'il y ait une mésentente entre papa et maman et que l'enfant, par exemple, est là et on va dire il a assisté à la scène. Est-ce qu'il est important de rassurer par la suite, de lui parler, de lui expliquer pourquoi, par exemple, il y a eu cette mésentente entre les Il ne faut pas leur expliquer pourquoi il y a eu la mésentente, mais il faut leur expliquer comme maman, elle crie sur toi quand tu fais des bêtises, quand papa, il crie sur toi quand tu fais des bêtises, automatiquement, même les adultes peuvent faire des bêtises. Moi, j'ai énervé ton papa, il m'a énervé, du coup, moi aussi, je vais être punie et papa aussi va être puni. C'est la règle pour tout le monde, que ce soit enfant ou que ce soit adulte. En même temps, ça leur apprend
un petit peu, on va dire, à gérer les émotions. Donc, comme on peut être heureux, on peut être en colère, on peut être triste, on peut être triste. On a le droit de pleurer. Voilà, et surtout que c'est passager. Il faut leur expliquer que c'est par exemple si on est en colère un petit moment et après tout va rentrer dans l'ordre et que c'est pas parce que on était en colère, on va dire hier ou l'heure précédente, que ça va durer dans le temps. Il y a pas seulement, il faut leur expliquer que la colère, le sentiment de désagrément, c'est un moment qui va passer comme le moment de bonheur. C'est un moment de bien-être. Il va passer aussi. On peut être bien aujourd'hui, mais le soir, on peut ne pas être bien. Comme on est malade, on peut être malade, mais dès qu'on prend les médicaments, on va être bien. Voilà. Donc, du coup, ils comprennent le changement d'une étape à une autre, mais qu'ils doivent connaître toutes les étapes. Il ne faut pas leur cacher. Si on est énervé, tu vas comprendre que maman va se calmer toute seule. C'est pas à cause de toi, mais si c'est à cause de toi parce que tu as fait ça. Il faut comprendre que maman, elle part, après elle crie, et après elle peut même frapper et punir. Voilà. Passer par certaines étapes, ils vont comprendre juste les étapes. Très bien, merci. En tout cas, merci de votre participation. Merci Rania donc d'avoir participé à notre émission. C'était passionnant. Voilà, donc on arrive à la fin de notre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Donc, bien entendu, restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Quant à moi, je vous retrouve mercredi prochain, bien entendu, pour un nouveau thème. Et bien entendu, je vous dis merci.